Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, un 4e avion envoyé en Chine pour rapatrier des ressortissants français et européens restés dans la région de Wuhan. Ils vont être placés en quarantaine, sans doute en Normandie. Comment faire baisser le prix du permis de conduire? Il coûte en moyenne 1 700 € à partir de juin prochain. Les auto-écoles devront présenter à leurs clients un contrat très clair sur lequel figureront tous les tarifs. La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, un premier réacteur s'arrêtera samedi. C'était une promesse du candidat Macron. Nous irons sur place. Vous verrez aussi à quel point il est difficile de démanteler une centrale. Cela demande au moins 30 ans. Dans ce journal également, notre enquête sur le business du surgelé. Un Français sur 2 en achète régulièrement. La concurrence est féroce entre les enseignes pour attirer de nouveaux clients. Enfin, le site de Pompéi, comme vous ne l'avez jamais vu, 3 magnifiques habitations fermées au public depuis 40 ans rouvrent leurs portes. Vous retournerez à l'époque romaine, entourée de fresques conservées intactes depuis 2000 ans. La France va donc à nouveau envoyer un avion pour rapatrier une quarantaine de ressortissants français installés dans la région contaminée par le coronavirus en Chine. D'après notre spécialiste santé Caroline Bell, ces nouveaux arrivants devraient être placés en confinement en Normandie. Tous les détails avec Laurent Delsol et Hortense Villatte. C'est donc le 4e avion affrété par la France pour rapatrier des compatriotes installés à Wuhan, le foyer de l'épidémie. À son bord, il y aura une quarantaine de Français et une quinzaine de ressortissants étrangers. Ce nouvel avion décollera de Paris dans les prochaines heures et devrait revenir vendredi matin. Il atterrirait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Comme pour les 3 premiers vols, il ne s'agit que de personnes ne présentant aucun symptôme. Il y aura à bord la présence d'une équipe d'assistance médicale et ces personnes seront testées 2 fois. On sait qu'ils n'iront pas à Carry-le-Rouet comme les premiers rapatriés. Ils seront accueillis dans un village vacances plus petit, peut-être dans le Calvados. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront confinés dans un établissement facilement sécurisable, comme ceux près de Marseille. Et ils y resteront en quarantaine pendant 14 jours. En cas de contamination, ils pourront être dirigés vers le CHU de Caen ou de Rouen, qui disposent tous deux d'un service de maladies infectieuses et tropicales. Les 227 personnes qui étaient confinées au centre de vacances de Carry-le-Rouet sont toutes sorties. Aucun cas de contamination n'a été révélé. À Aix-en-Provence, il reste encore 35 personnes en quarantaine. Elles devraient sortir ce dimanche. Et toujours à propos du coronavirus, après 14 jours de quarantaine, un premier groupe de 500 passagers déclarés sains ont pu quitter le paquebot Diamond Princess qui est placé, vous le savez, à l'isolement dans le port japonais de Yokohama. En France, plus de transparence et moins de frais pour le 1,5 million de candidats qui passent chaque année le permis de conduire. Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui un nouveau contrat type que devront proposer obligatoirement toutes les auto-écoles à leurs élèves à partir de juin prochain. Le but, c'est d'éviter les pièges et les options payantes qui ne sont pas toujours clairement mentionnées. Fabien Chadeau. On va parler tout à l'heure notamment du klaxon. Savez-vous combien votre permis de conduire vous a-t-il réellement coûté ? Devrez-vous payer des frais supplémentaires si vous décidez de changer d'auto-école en cours de route? Difficile aujourd'hui pour les élèves d'avoir des réponses. Parfois, c'est pas forcément très clair. Il y a souvent des petites étoiles, des petits alinéas qu'on voit pas forcément. J'ai entendu des gens qui ont eu d'autres expériences dans d'autres auto-écoles où on leur vendait un certain nombre d'heures et arrivé à la fin, on leur disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'heures et qu'il fallait prendre encore plus et plus et plus d'heures. Compliqué en effet de s'y retrouver. Il y a presque autant d'auto-écoles que de tarifs. Certains établissements surfacturent des services dont le prix est pourtant encadré. Les frais de présentation à l'examen du code, c'est 30 €. Les frais d'accompagnement à la conduite, c'est limité au coût de 1 heure de conduite. Et c'est tout. Mais le problème, c'est que les contrats qu'on fait signer aux élèves, ils sont plus ou moins clairs sur ces questions-là. D'où des litiges qui peuvent naître. Pour garantir des pratiques et des prix plus transparents, le gouvernement va imposer un contrat type. Il détaille toutes les prestations. Les frais administratifs, par exemple la présentation à l'examen, le nombre d'heures de cours et leur coût pour la théorie et la pratique. Le contrat fixe aussi les éventuels frais de résiliation. Pour ce responsable d'auto-école, cet encadrement va assainir la concurrence. L'intérêt, c'est de faire des comparaisons. C'est justement là où on sait si on a fait le bon choix ou pas. Et le fait de savoir que toutes les écoles vont avoir un contrat imposé, ça nous permet de partir déjà d'un début d'information qui va être le même.
Ce contrat sera obligatoire à partir du 1er juin pour toutes les écoles de conduite, y compris sur Internet. Pour éviter de payer encore plus cher, il est évidemment conseillé de réussir son permis du premier coup. Je vous propose donc de passer l'examen en Lozère. Le département affiche le taux de réussite le plus élevé de France et des tarifs parmi les plus bas. Cela n'a pas échappé aux candidats venus de tout le pays. Aurélie Herrel et Jean-Vincent Molinier ont pris le volant direction Mende. Et puis dès qu'on a la visibilité, on accélère un peu. C'est sa 12e heure de conduite. Baptiste est plutôt à l'aise et confiant. Il pense qu'il a de bonnes chances ici d'avoir son permis du premier coup. C'est plus facile parce qu'il y a moins de circulation et on est moins stressé. Parce qu'à Paris, il faut aller vite, on s'arrête, il y a beaucoup de feux, il y a beaucoup d'intersections. Tandis qu'ici, il n'y en a pas beaucoup et les gens au volant, ils ne roulent pas vite. Ici en Lozère, le taux de réussite au permis est de 76% contre 45,5% à Paris. Moins de stress et plus d'élèves qui commencent jeunes à faire la conduite accompagnée. Ils ont déjà minimum 3000 km quand ils passent le permis dans les jambes, donc ça représente des centaines d'heures. Donc ils sont beaucoup mieux préparés avec beaucoup plus d'expérience et ils sont un peu plus relâchés le jour de l'examen. Moins de candidats qui échouent, donc plus de places disponibles et des délais très courts pour repasser l'examen. Ici à Mende, Emmanuel n'attendra pas des mois comme dans certaines grandes villes, mais seulement 3 semaines. J'ai passé mon permis la première fois le 3 février et là je le repasse le 24 février. C'est bien parce que du coup on n'a pas de temps pour perdre les gestes et tout de la conduite en 3 semaines. Ça aurait été 2 mois, ça aurait été un peu plus compliqué déjà. Cette auto-école reçoit de plus en plus de demandes d'inscription d'habitants de Paris, Lyon ou Marseille. C'est quasiment presque tous les jours où on a un appel, une personne qui a passé son permis à Paris ou à Lyon, qui l'a raté et que le délai d'attente sont trop longs ou c'est trop stressant pour eux là-bas. Ils veulent essayer un autre lieu où les taux de réussite sont meilleurs. Environ 6 élèves par mois qui viennent jusqu'ici pour une formation accélérée. Ils prennent sur 3-4 jours. On leur donne des leçons de conduite le lundi, mardi et mercredi. Et le jeudi, ils passent l'examen du permis de conduire. Ils doivent payer transport et hébergement, mais le prix est bien plus bas. 1 110 € pour 20 heures de conduite. Le coût moyen en France s'élève à 1 700 €. Et puisque nous parlons de conduite, les tout derniers chiffres de la sécurité routière, ils ne sont pas bons du tout. Le nombre de morts sur les routes a augmenté de 9,7% en janvier par rapport au même mois l'an dernier. 237 morts en un mois donc, avec une augmentation du nombre de victimes chez les 18-24 ans, les conducteurs de scooters, de vélos et de voitures. Autre titre de l'actualité de ce mercredi, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le décret a été publié aujourd'hui au journal officiel. Le premier réacteur cessera de fonctionner samedi. Cette fermeture, c'était une promesse de François Hollande en 2011, reprise par le candidat Macron en 2017. Sur place, on s'en doute, les avis sont partagés, car la centrale faisait vivre des centaines de salariés. Reportage Philippe Vogel et Joseph Pasquier. Après des années de débats, son sort est désormais scellé. D'ici l'été prochain, la plus vieille centrale nucléaire de France, encore en activité, sera mise à l'arrêt. Pas vraiment une surprise pour les agents, mais plutôt un constat d'échec. C'est complètement fou, quoi. Les Allemands, ils font tourner leurs usines à charbon, et puis nous, on ferme une centrale qui ne produit pas de CO2, quoi. C'est clairement du gâchis. On travaille tous les jours pour être sûr du bon fonctionnement de la machine, donc c'est d'autant plus frustrant d'en arriver là aujourd'hui. Depuis sa mise en fonctionnement, en 1977, la centrale a permis l'essor de la commune grâce aux retombées fiscales. Près de 6 millions d'euros par an. Complexe sportif, médiathèque, salle des fêtes, la population a quasiment doublé. Je dois avouer qu'il y a pas mal de plus du fait qu'il y a la centrale, donc on risque d'en subir des conséquences plutôt économiques. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas prévu quelque chose avant de l'arrêter. Les agents EDF vont progressivement quitter le site. L'arrêt de la centrale se fera sentir sur l'économie locale au cours des 10 prochaines années. Il y a déjà des gens qui sont partis l'an dernier. La prochaine vague de départ va véritablement commencer à l'été, où il y aura environ 180 personnes qui vont partir cette année. La centrale de Fessenheim génère près de 2000 emplois directs ou indirects. Son démantèlement est prévu pour durer 20 ans. Difficile d'imaginer aujourd'hui une éventuelle reconversion. Ça va prendre du temps, je pense qu'il faut le dire. Nous attendons aussi, et nous le disons souvent de l'État, un effort et une attention tout à fait singulière à ce premier démantèlement national. Dans la nuit de samedi à dimanche, le réacteur numéro 1 sera définitivement mis à l'arrêt. D'ici le 30 juin, la centrale de Fessenheim aura cessé de fonctionner.
Démanteler une centrale nucléaire, rendre les lieux tels qu'ils étaient avant sa construction est une tâche très difficile et qui prend de longues années. Le meilleur exemple est sans doute la centrale de Chaux, dans le département des Ardennes. Inaugurée en 1967, l'un de ses réacteurs a été définitivement arrêté il y a presque 30 ans, en 1991. Et son démantèlement n'est toujours pas terminé. Vous allez comprendre pourquoi grâce à ce reportage de Vincent Plévin, Guillaume Gruber et Vincent Rucli. Voici la centrale qui fait la fierté de Chaux et de son maire. 2 réacteurs nouvelle génération. Et sous cette montagne, leur ancêtre, en cours de démantèlement, un chantier titanesque, invisible à l'œil nu. Au cœur de la montagne, là-bas à 300 mètres en profondeur, avec à peu près 150 mètres de roche au-dessus. Voilà comment tout s'est passé depuis le début des travaux en 2007. La tour de refroidissement et la salle des machines, qui n'étaient pas en contact direct avec la matière radioactive, ont d'abord été démontées. Reste ensuite le bâtiment du réacteur où se produisait la fission nucléaire. En 2017, nous avions pu l'approcher. Sous cette cuve, tout est extrêmement radioactif. Seuls des robots accèdent à la zone pour tout enlever, pièce par pièce. Sur ces images récentes, la dernière étape des travaux, le démantèlement de la cuve qui sera achevé en 2022, soit 30 ans après l'arrêt du réacteur. Mais pourquoi un tel délai ? À l'époque, c'était vraiment ça, le fait que la réflexion n'était pas comme maintenant de dire on démantèle dès l'arrêt, entre guillemets dès l'arrêt, c'était à la limite de prendre son temps pour laisser décroître et limiter la radioactivité pour faciliter les interventions. En France, Chaux n'est pas le seul réacteur en cours de démantèlement. Il y en a 8 autres. Mais c'est bien la centrale ardennaise qui servira de modèle pour le démantèlement de Fessenheim. Cela a aussi à voir avec l'environnement et les prochaines décennies. Nous vous en avons parlé ces derniers jours lorsque 3 tempêtes successives ont touché les côtes françaises. Selon le ministère de l'Environnement, jusqu'à 50 000 habitations pourraient être menacées par le recul des côtes d'ici 2100. En certains points du littoral, la côte recule déjà d'1,50 m par an. Illustration près de Biscarrosque dans les Landes. Erwan Brem, Christophe Brousseau et Julia Gardet. Inexorablement, il grignote les dunes, les plages. À la faveur des tempêtes de l'hiver, l'océan gagne du terrain. Ici, plage de la Lagune, la dune a déjà perdu 25 mètres cet hiver. Il y a 2 semaines, on pouvait marcher jusqu'à peu près le tronc que l'on voit sur la plage ici. En fait, il a 4000 ans. C'est la forêt de l'époque de l'âge de bronze, donc le trait de côte était beaucoup plus loin. Parfois, les plages se refont naturellement, parfois elles fondent. Alors, l'Office national des forêts doit s'adapter constamment, couper des arbres et déplacer des morceaux de parking. Donc là, pour ce morceau de route, lorsque le haut de la falaise arrivera sur cette souche, il sera temps de déplacer l'équipement. En moyenne, l'érosion de la côte sableuse est de 2 à 3 mètres chaque année. Dans les zones habitées, le phénomène est devenu un problème criant. Selon le ministère de la Transition écologique, au moins 5000 bâtiments devront être relocalisés avant la fin du siècle en France, peut-être 10 fois plus. Pour certains, il faudra partir beaucoup plus tôt. Vous allez voir dans quel état c'est. Heureusement qu'on remet du sable là, parce que les blocs s'effondrent. Ça passe à travers, donc ça fragilise derrière. Ça passe sur le côté, ça contourne. À Biscarrosse, ces maisons emblématiques et l'hôtel voisin sont voués à être déplacés, même si le réensablement artificiel freine le phénomène. Les prévisions qui sont faites par l'Observatoire de la côte aquitaine envisagent un recul d'environ 25 mètres à échelle 2025. 2025, c'est demain. Si le recul continue de la même manière, les bâtiments sont menacés de disparition par effondrement. Dans moins de 10 ans, le front de mer n'aura plus le même visage. Déménager, je ne vois pas d'autre solution. Hein. Ne serait-ce que cet hôtel qu'on a toujours connu. Voilà. Après, se dire jusqu'où ça va aller, comment faire pour que les gens ne soient pas impactés, c'est surtout ça. Mais dans cette région très touristique, impossible de se passer d'un littoral exploitable. Chaque année, le syndicat du bassin d'Arcachon dépense 1 million d'euros pour reconstituer ses plages et maintenir, par exemple, l'activité de ce club de voile. C'est indispensable parce que notre objectif, c'est de conjuguer la plage pour installer les estivants et en même temps les bateaux pour l'activité du cercle de voile. Ou simplement avoir un sentier et se promener. C'est indispensable de garder, de maintenir le trait de côte. Le tourisme représente 475 millions d'euros dans l'économie du bassin d'Arcachon. S'adapter à l'érosion est un enjeu incontournable. Également dans l'actualité, cette affaire très inhabituelle. 2 policiers toulousains viennent d'être mis en examen et écroués. Ils sont accusés d'avoir demandé une forte somme d'argent en liquide à un conducteur arrêté pour excès de vitesse
pour, bien sûr, passer l'éponge. Sur place, Julien Crescent et Jean-Vincent Fourny. Samedi dernier, le livreur est interpellé sur cette route par 2 policiers. Contrôlé à plus de 80 km/h au lieu des 50 autorisés, il va alors recevoir, selon sa version des faits, une proposition surprenante des 2 agents. De l'argent, en échange de l'annulation de son PV. Le livreur de ce restaurant accepte et leur donne 400 €. Mais les policiers ignorent qu'il a enregistré toute leur conversation sur son téléphone. Une preuve dont il se sert dans la foulée pour porter plainte. Les agents mis en détention provisoire reconnaissent alors les faits. Dans le cadre de leurs auditions successives, des policiers ont finalement convenu de ces agissements et du partage du produit de ce pacte de corruption. Ces 2 policiers de 44 ans travaillent au commissariat de Colomiers, dans la banlieue de Toulouse. L'un d'eux venait tout juste d'être promu brigadier. Mais selon son avocat, les 2 hommes ne partagent pas le même degré de culpabilité. En possession de l'enregistrement, il l'assure, son client n'a pas participé aux négociations avec le livreur. Je suis là pour défendre un brigadier qui a, par fragilité, accepté cette corruption passive. Cette déléguée syndicale ne fait-elle aucune différence et parle d'un acte isolé. C'est un geste qui est regrettable, condamnable, qu'on ne peut pas soutenir. Confiée à la police des polices, l'enquête devra déterminer si les 2 agents s'étaient déjà rendus coupables de tels agissements. Nous sommes à 25 jours des élections municipales. Longtemps, très longtemps, ces combats politiques ont été une affaire d'hommes. Aujourd'hui, en France, seuls 17% des maires sont des femmes. C'est bien moins que dans d'autres pays européens. Le prochain scrutin va-t-il changer la donne? Reportage à Nantes avec Mathilde Guénégan et Ilem Bouchetit. Le point commun entre ces 3 femmes, elles sont têtes de liste aux élections municipales. Une situation inédite à Nantes. Mais ça n'a pas été facile pour elles de s'imposer. Les femmes ont besoin de cocher toutes sortes de cases, légitimes, temps, famille. J'étais au début de ma trentaine, j'étais une femme, j'étais écologiste, j'avais 3 handicaps quelque part de crédibilité. Enfin quand même, en 2020, se dire qu'à ce point, il reste ce niveau d'inégalité entre les hommes et les femmes. À Nantes, 6e ville de France, les femmes sont à l'honneur et pas seulement sur les fontaines. Aujourd'hui, 9 listes sont en course pour les prochaines municipales, 6 sont conduites par des femmes. Une situation qui n'étonne plus vraiment les habitants. Pour moi, il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire je trouve ça plutôt normal. Ce qui est bien, c'est qu'on verra que ça ne change pas grand-chose, que finalement le pays ne va pas complètement tomber dans le chaos, parce qu'il y aura une femme, les femmes auront plus de pouvoir de décision. Johanna Roland, maire de Nantes. C'est elle que les Nantais ont choisi il y a 6 ans pour diriger la ville. Bonjour monsieur. On a déjà encouragé toutes les jeunes filles à se dire que c'est possible pour aller aussi loin. Donc je trouve ça très bien. Première femme maire de Nantes, elle a dû faire ses preuves en prenant ses fonctions. En théorie, il y a beaucoup de bienveillance. Dans la vraie vie, il y en a quelques-uns qui vous attendent un petit peu au tournant quand même. Moi, ça m'a plutôt fait l'effet inverse. Ça m'a plutôt donné encore plus d'énergie pour dire bien sûr que c'est possible. Dans les assemblées municipales, la parité est désormais la règle. Pourtant, pour Julie Laernos, la candidate des Verts, certains hommes ont encore des discours paternalistes à l'égard des femmes. Cette intervention, par exemple, s'adressait à elle. De grâce, si vous voulez faire campagne, soyez un peu plus détendus, pas donneur de leçons, faites rêver, parce que vous ne faites pas rêver aujourd'hui. C'est une attitude de dire, petite fille, tu n'as pas tout compris de la vie, tu n'as pas tout compris de comment fonctionne l'institution. Moi, je suis là depuis 4 mandats, je sais exactement comment les choses doivent se passer. Valérie Opelt, pour les municipales, pour Nantes. Pour cette candidate de La République En Marche, les femmes ne sont pas moins compétentes pour gérer une municipalité. Je pense qu'une femme maire n'apportera rien de différent qu'un homme. Je pense qu'il ne faut plus faire cette différence d'engagement homme-femme en politique. La France compte 48 villes de plus de 100 000 habitants. Aujourd'hui, 6 d'entre elles seulement sont dirigées par des femmes. Eux sont 200 000 en France. Vous ne les connaissez pas, ils passent inaperçus, ce qui pour eux est une qualité professionnelle. On les appelle les clients mystères. Ils sont payés pour tester anonymement des restaurants, des boutiques de vêtements, des hôtels, des circuits touristiques. Ils rédigent ensuite des rapports qui permettent de juger la qualité de service
Comment travaille-t-il? Reportage en toute discrétion. Emma Vincent, Guillaume Vuitton et Christophe Niolac. Bonjour, j'ai réservé pour 2 personnes. Leur talent, l'observation. Leur mission, passer pour un client lambda. Être client mystère, c'est enquêter sur la qualité de service des établissements. Les marques font désormais appel à eux dans tous les secteurs. Bon, les abords, c'est plutôt bien. L'entrée, c'est pareil. Nous suivons cette cliente mystère en caméra cachée pour préserver son anonymat. Elle est en mission pour le compte d'un grand groupe de restauration, propriétaire de 4 restaurants dans Paris, dont celui-ci. Dès la commande, elle doit tester la patience du serveur. Je vais prendre la ortolina, s'il vous plaît. Est-ce qu'il serait possible d'enlever les poivrons au romarin? Point positif, sa demande est acceptée. En attendant les plats, inspection générale des toilettes. Il y a du savon pour me laver les mains. C'est très très propre. Côté négatif, l'enquêtrice se souvient d'une négligence de la serveuse. Je pense que les cartes nous ont été posées sur la table. Je crois qu'elles ne nous ont pas été remises en main. Effectivement, cette erreur n'a pas échappé à notre caméra. Mais dans l'ensemble... Ça a été servi très très rapidement. Les pizzas sont énormes, elles sont très belles, elles sont bien garnies. Le bilan sera très positif pour le restaurant, mais il pourra être soumis à 3 autres visites mystères dans l'année. Pour cette mission, notre enquêtrice est dédommagée à hauteur de 20 €. Est-ce que vous diriez qu'on arrive à avoir un revenu stable en étant client mystère? Un revenu stable, non. Ce sont vraiment des missions ponctuelles, ce sont des petits à côté. Des petits à côté qui permettent de gagner 60 € par mois environ. Et la restauration est loin d'être le seul terrain d'enquête possible. Ce jour-là, cette cliente mystère dispose d'une enveloppe de 160 € donnée par une marque de chaussures. Elle doit se rendre dans un de leurs magasins, acheter une paire et évaluer le service. J'aimerais bien essayer celle-ci. Comment ça taille? Ça taille soit devant, soit bien en fonction des gens. Un conseil un peu vague et une attitude nonchalante de la part de cette vendeuse, rivée sur son téléphone. Et au moment de payer... Du coup, on va sur le modèle d'exposition? Ouais, j'ai que celui-là. Il n'y a que celui-là? Ouais, ça marche. Le commerçant ne précise pas qu'il lui vend le modèle d'exposition et aucune réduction n'est proposée. Le rapport rendu par la cliente mystère sera très négatif. Est-ce qu'il vous a proposé différentes paires adaptées à vos besoins? Pas du tout. Est-ce qu'il s'est assuré que l'article que vous avez essayé répondait à vos besoins? Pas plus que ça. C'était assez une expérience où j'étais un peu toute seule. Léa repart tout de même avec une paire de chaussures à 190 €. Après défraiement, elle leur a payé seulement 30 €. En France, le marché de la visite mystère représente 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais comment devient-on client mystère? J'ai tenté de postuler. Je dois donner des informations personnelles, répondre à un test de culture générale, savoir que la Russie est le plus grand pays du monde. En seulement quelques minutes, ce site accepte ma candidature. C'est ici, dans cette entreprise de clients mystères, que les profils sont étudiés. On cherche des clients qui sont porteurs de lunettes et qui ont des ordonnances pour des lunettes de moins de 3 ans. Cette mission chez un opticien ne sera donc pas pour moi. En fait, vu le grand nombre de candidatures, j'ai environ une chance sur 2 de recevoir une proposition d'enquête chaque mois. Nous, les gens qui travaillent bien avec nous, qui nous rendent des grilles bien, sans faute d'orthographe, propres, avec des bons commentaires, qui sont fiables, ça c'est super important. Les marques sont de plus en plus nombreuses à avoir recours aux clients mystères, car le coût des visites est très faible, 70 € en moyenne, et les avis sont plus fiables que sur Internet. Les employés observés risquent-ils des sanctions après un rapport négatif? Toutes les entreprises contactées ont refusé de nous répondre. Vous faites peut-être partie de ces 25% de Français qui achètent souvent ou très souvent des surgelés. Pendant longtemps, les ventes augmentaient tous les ans, mais elles ont tendance à se tasser. Pour reconquérir la clientèle perdue, les enseignes rivalisent d'astuces. La guerre des surgelés, c'est le grand format de ce 20h. Signé ce soir Axel Cario, Éric Béra et Thierry Gippet. Pizza, poêlée de légumes, pâtisserie. Pour beaucoup de Français, le surgelé, c'est fini. Pas confiance. Qu'il y a dedans, la façon dont c'est fait. En fait, je cuisine juste plus. J'en achète plus. Je vous dis, j'ai débranché mon congélateur. Scandale des lasagnes au cheval, concurrence de la livraison à domicile, grand retour du petit commerce.
En 5 ans, les ventes de surgelés ont fondu, moins 10%. Un coup de froid pour les supermarchés, mais pas pour les spécialistes comme Picard, Ecomiam ou Thirier. Eux continuent de gagner des clients. Quelle est la recette de leur succès? En banlieue parisienne, voici le directeur commercial de Picard. Il est fier de nous montrer un magasin nouvelle génération. On retrouve les grands métiers de bouche, ici la mer. Du bois, des teintes chaleureuses. Pour donner envie d'acheter, fini la peinture blanche et les néons blafards. Avant, on nous reprochait des fois que ce soit plutôt froid, clinique. Et aujourd'hui, on a voulu réchauffer le surgelé. À terme, les 1000 magasins de l'enseigne vont changer de look et s'équiper d'espaces repas. Vous achetez un produit, vous bénéficiez des micro-ondes et d'une vingtaine de places assises. Ainsi, Picard récupère de nouveaux clients, les étudiants ou les employés pressés sur la pause de midi. Un espace comme ça représente à peu près 5-6% du chiffre d'affaires du magasin. Et pour gonfler encore plus son chiffre... Vous avez du rouge, vous avez du rosé, vous avez du champagne. Le spécialiste du froid se met à vendre des articles pas du tout surgelés. Café, sardines, confiture. Le but, susciter des achats d'impulsion. Ça représente à peu près 13% de notre chiffre d'affaires. Une recette marketing finement dosée. Nous voici maintenant au siège de l'entreprise. L'obsession des équipes, que les clients ne se lassent jamais des produits. Il faut faire le ménage dans les références. Les produits qui s'essoufflent un petit peu, on va les remplacer. On fait 200 nouveautés par an. Chaque année, un produit sur 5 disparaît des rayons pour être remplacé par une nouveauté. Certains plats ont même une durée de vie encore plus courte, comme cette poêlée à l'américaine. Elle ne sera vendue que pendant 15 jours lors d'une opération spéciale. On développe des produits sur des durées très très courtes et c'est ce qui donne la dynamique. En fait, nos clients adorent ces genres d'opérations. Il y a une opération italienne, une opération américaine. Et le rayon de supermarché n'a pas cette dynamique-là. Vous trouvez des produits identiques toute l'année. À 600 km de là, à Quimper, Ecomiam, une enseigne beaucoup moins connue. 23 magasins, uniquement en Bretagne et Loire-Atlantique. La déco ressemble à Picard, le logo aussi, mais pour son fondateur, la comparaison s'arrête là. On ne trouve pas de plats cuisinés. Par exemple, chez nous, on ne trouvera pas de lasagne, mais on trouvera les produits, tous les ingrédients pour les réaliser. Vous remarquez effectivement qu'il n'y a pas d'emballage. Pas besoin de beaux cartons avec des belles photos qui coûtent très cher, souvent plus cher que le produit qui est à l'intérieur, ce qui nous permet d'être très compétitifs pour le consommateur. Et cela se voit sur le ticket de caisse. Quand Picard vend ses escalopes de dinde à 12,80 € le kilo, lui est à moins de 10 €, 20% moins cher. Même chose pour les brocolis. Picard est à 2,85 € et Ecomiam 1,80 €, 37% moins cher. Les prix sont stables, et ça aussi, jamais de promotion. Mais ce qui plaît surtout aux consommateurs, c'est la transparence. 100% des produits sont garantis français. Et sur chaque étiquette, on peut voir comment le prix a été établi, la somme payée au producteur, la TVA et la marge du magasin. C'est exactement ce qu'on cherche comme renseignement. Fini l'ère du pigeon, hein. Le consommateur veut être acteur un peu. Pour développer son enseigne, le fameux cake 350 grammes. Le patron d'Ecomiam multiplie les partenariats avec de petites entreprises locales qui lui proposent des nouveautés. À terme, il espère ouvrir une centaine de magasins dans toute la France. À l'inverse, les supermarchés réduisent la taille de leurs rayons surgelés. Eux n'ont pas trouvé la formule pour réchauffer les ventes. Une partie de la France est en ce moment en vacances scolaires. Certains d'entre vous sont peut-être à la montagne. Repos, raclette et virage sur les pistes. Voilà pour les heureux vacanciers. Pour d'autres, cette période est synonyme de travail très intense. Les saisonniers assurent le bon fonctionnement des stations de ski. Nos reporters Mathieu Perrault, Yann Ovine et Alix Ponsard, saisonniers d'un jour, ont passé une journée très dense à Val Thorens. Ils sont pisteurs, serveurs, moniteurs, tu viens ? Ou encore livreurs. Sans eux, vos vacances ne seraient pas les mêmes. Nous avons tenté de les suivre pendant une journée. Un coup de projecteur sur leur vie de saisonnier. Pas mal là. On dit bonjour aux pupus, les loulous ? Il est 8h30. Alexia accueille les enfants de 3 ans au Jardin des Neiges. Et bonjour. On dit bonjour à Yann.
Yann, notre reporter, va vite se rendre compte des particularités du métier. Donc on a un Polonais, on a un Hollandais, on a quelques Français. Donc pas évident, on va essayer de faire en plusieurs langues. Ok, friso, vi naar beneden hier. Maman et papa, ils arrivent après. Ça te va? Allez, tu viens avec moi? On va s'amuser. Mais pour la petite Elena, s'amuser, ça veut dire glisser, visiblement. C'était bien? Ici à Val Thorens, pendant les vacances, le club Piu Piu accueille jusqu'à 40 enfants par séance, encadrés par des moniteurs qui ont été formés pendant 5 ans. Que ce soit les Piu Piu, les enfants, les adultes, il y a un seul diplôme. Il est commun en fait pour tous les moniteurs. Voilà, et donc on a tous le même diplôme, on est tous censés faire toutes les disciplines et puis tous les niveaux. Super. Pour notre apprenti moniteur, le premier test est encourageant. Encore les cartes. J'ai eu une expérience qui était plutôt facile, c'est ça? Plutôt. Vous reviendrez un jour de tempête, puis on verra. Mais pour le moment... Deuxième étape, serveur dans ce chalet d'altitude. Une terrasse perchée à 2445 mètres. Elle peut recevoir jusqu'à 120 personnes assises et le service se concentre entre midi et 15h. Le meilleur moment donc pour découvrir le métier. Balancier. T'es droitier, gaucher? Je suis droitier. Alors donc main gauche. À main gauche, ok. Ouais, parce que t'as besoin de ta main droite pour venir les poser dessus. Application directe avec l'épreuve du vin chaud. Ça bouge énormément et en plus avec la neige. Hop, hop, hop. I'm sorry. Pas facile de prendre ses marques en si peu de temps. Donc c'était pas lassant, hein, donc retour en cuisine. Pour Manon, pas de problème. C'est sa deuxième saison. Yes, of course. Elle est logée par son employeur et touche plus de 2000 € net par mois, hors pourboire. Pendant qu'on est en saison, on a le temps de pas grand-chose, mais après, on prend le temps de vivre un peu, donc c'est bien. Pour ses vacances, Manon devra attendre le 3 mai et la fermeture du domaine skiable. C'est la même chose évidemment pour les pisteurs, avec qui notre reporter a rendez-vous maintenant. Salut Yann. Salut Yann. Enchanté. Bienvenue au poste. Bonjour. Merci. Le travail des pisteurs... Bon, allez, c'est parti. C'est la sécurité du domaine skiable. Celui d'Yann sera déjà de réussir à suivre le rythme d'Emmanuel, qui en plus de skier vite, a les yeux partout. Il ne doit rien rater. Cela va du piquet cassé en bord de piste aux vacanciers en difficulté. En moyenne à Val Thorens, les pisteurs réalisent 15 secours de personnes par jour. Et justement... Je pense qu'il y a un blessé là-bas. Une snowboardeuse bulgare vient de se faire légèrement couper à la main par un skieur. Emmanuel lui prodigue des soins. C'est juste un petit bobo. 90% des cas, c'est de la bobologie. Ouais. Heureusement. Sur les 150 km de piste, les journées d'Emmanuel sont chargées. Mais quand on lui pose la question... Pourquoi ce métier? Regarde, on a le plus beau bureau du monde, non? Un bureau dont il éteint la lumière tous les soirs en partant. La nuit tombe sur la station. C'est l'heure pour Théo et ses collègues livreurs d'allumer les moteurs électriques. Via une application, ils mettent en relation les restaurants et les clients qui préfèrent rester dans leur canapé. C'est une première dans une station. Il faut suivre les services qui sont présents partout dans le monde et en ville. Donc on a pensé à ça. Le but, c'est livrer en tout temps, tout endroit, au plus rapide. Un dernier défi, relevé haut la main par notre saisonnier d'un jour. Bonjour, je suis le nouveau livreur. Voilà. Les sushis de cette cliente sont arrivés vite et à la bonne température. Si t'en as marre de Paris, tu peux venir, je t'embauche. Merci. En tout cas, bonne saison. Au revoir. À plus. Et oui, bonne saison à lui. C'est sans doute le site archéologique le plus célèbre au monde. Une ville entière pétrifiée en quelques instants par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Après plusieurs années de restauration, 3 maisons qui étaient fermées au public depuis 40 ans ont rouvert. Et ce sont parmi les plus belles, sublimes images et retour au temps des Romains. Christine Chapelle. Vénus nageant sur l'onde, avec un regard si vif qu'on la croirait peinte hier. Cette fresque a pourtant presque 2000 ans. Les travaux de restauration menés à Pompéi depuis plusieurs années ont permis de découvrir des merveilles insoupçonnées. Comme ce graffiti en latin. Les amants, comme les abeilles, souhaitent une vie aussi douce que le miel. Cette domus, ou résidence d'un notable romain, est aujourd'hui répertoriée comme la maison des chastes amants. Elle est à nouveau ouverte au public après des années de restauration.
Elle a été fermée pendant 40 ans. Moi, je suis né à Pompéi et mon père a travaillé ici comme mosaïste. Donc j'ai passé toute mon enfance ici. Et je n'avais jamais vu cette maison, ni ce graffiti qui lui a donné son nom. L'éruption dévastatrice du Vésuve a enseveli la ville sous 7 mètres de cendres volcaniques en l'an 79 après Jésus-Christ. Mais depuis son retour à la lumière, Pompéi a subi les intempéries, les tremblements de terre et le piétinement de cohortes de touristes. En 2013, plusieurs maisons, dont celle-ci, menaçaient de s'effondrer. L'UNESCO et l'Union européenne ont donc investi plus de 100 millions d'euros. Pour la première fois, nous avons pu travailler sur Pompéi avec les toutes dernières technologies, avec des drones, des scanners au laser et des outils de reconstruction en 3D. 6 années de travail méticuleux pour consolider les bâtiments, effacer saletés et moisissures et retrouver les couleurs de l'époque romaine. Résultat, 3 nouvelles maisons sont désormais ouvertes au public, comme cette maison du verger, couverte jusqu'au plafond de peintures d'arbres fruitiers luxuriants. Ou encore la maison du bateau Europe, qui doit elle aussi son nom à un graffiti. Mais restaurer ces bâtiments a aussi permis de faire de nouvelles découvertes. À Pompéi, il y a toujours des surprises. Nous n'aurions jamais imaginé trouver la mosaïque d'Orion, par exemple. Alors si nous continuons à fouiller les zones encore inexplorées, les découvertes ne pourront être qu'extraordinaires. On estime que 40% de la cité romaine est encore ensevelie. De quoi donner du travail aux archéologues pendant de nombreuses années. Un coup de chapeau à présent à un formidable champion. Martin Fourcade a décroché cet après-midi son 11e titre de champion du monde dans une épreuve individuelle de biathlon. C'était en Italie, dans l'épreuve des 20 km. Martin Fourcade qui a aujourd'hui 31 ans et qui sait, pourrait peut-être aller aux prochains Jeux Olympiques d'hiver. Je vous retrouve dans un instant pour votre mag et la météo d'Evelyne Delia. Nous irons survoler les Alpes avec Nicolas, un jeune scientifique hors norme. Sur son parapente, il a installé des capteurs pour mesurer la pollution de l'air. Mais il fait bien d'autres choses pour sauver ces montagnes qui lui sont chères. A tout de suite pour un bol. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.